BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Comment se porte le marché de l'emploi? Vous avez entendu tout à l'heure dans le journal de Guillaume Paul. Évidemment, les chiffres ne sont pas bons, surtout au quatrième trimestre. Comment ça va aller en 2025? On en parle tout de suite avec Fabienne Arata, qui est directrice générale de LinkedIn en France. Bonsoir Fabienne Arata. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous parce que vous avez un très gros événement justement sur le recrutement, sur le marché de l'emploi, sur les grandes évolutions, les besoins de compétences. Ça sera jeudi prochain et vous allez nous révéler ce soir une enquête exclusive, justement où on voit bien les grandes tendances, notamment l'importance de l'intelligence artificielle. Ça tombe bien, j'ai une première question. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe avec cette nouvelle intelligence artificielle lancée par les Chinois, DeepSeek. C'est une intelligence artificielle qui coûte beaucoup moins cher, mais qui a l'air très efficace. LinkedIn, évidemment, c'est la filiale de Microsoft. Comment vous gérez l'intelligence artificielle? Parce que on voit qu'en tous les cas, là, à Wall Street, c'est la dégringolade pour toutes les valeurs tech, parce que ça va peut-être être un choc technologique très important. Est-ce que ça va vous impacter? L'intelligence artificielle est en soi un choc technologique. Chez LinkedIn, nous utilisons l'intelligence artificielle depuis maintenant plus de 10 ans sur l'ensemble de la plateforme et en particulier à destination des professionnels du recrutement qui ont maintenant la faculté de transformer leur métier et de l'utiliser pour leur recrutement, pour rédiger des descriptions de postes, pour rédiger des messages de manière plus automatique et donc pour passer plus de temps avec les candidats et nous y reviendrons fort probablement. Oui, mais sur le fond, le fait d'avoir cette nouvelle intelligence artificielle à DeepSeek qui secoue tout le monde, qui va secouer tout le monde, qui va secouer Microsoft, qui va ChatGPT, tout le monde. Est-ce que quelque part vous dites, tiens, c'est bien, ça vulgarise quelque part l'intelligence artificielle après tout, ça le rend accessible? L'intelligence artificielle est déjà accessible. Aujourd'hui, 77% des professionnels en France utilisent leurs propres outils d'intelligence artificielle dans leur environnement de travail. Et nous avions sorti une étude l'année dernière qui disait que même sur les professions non télétravaillables, c'est-à-dire la logistique, l'industrie manufacturière, l'ensemble de ces professionnels attendaient aussi concrètement sur le terrain le fait que l'intelligence artificielle allait transformer leur métier. Donc elle est déjà là. Et je dirais que le futur du travail est déjà là avec l'intelligence artificielle. Alors on va revenir. C'est intéressant, c'est une petite question comme ça, parce qu'on voit tout de suite, vous vous positionnez comme LinkedIn, évidemment, le premier réseau, ou en tous les cas, un des deux grands réseaux professionnels. On dit aussi que vous êtes devenu le premier site de rencontre. Pas que professionnel, c'est vrai ou pas? J'ai vu effectivement passer ça à plusieurs reprises. Alors, j'en profite puisque vous êtes devant nous de vous poser la question. Effectivement, il y a parfois quelques conversations un peu plus légères et ça peut arriver sur LinkedIn, mais je serais tentée de dire, en fait, LinkedIn, il faut voir nos conversations comme une chambre d'écho de ce qui se dit dans les open space, de ce qui se partage dans les couloirs à la machine à café ou au restaurant d'entreprise. Et parfois, il peut y arriver qu'il y ait des conversations un peu plus légères. Est-ce que ça prend, effectivement, c'est un phénomène qui prend un peu d'importance et au point que vous, la patronne, vous vous dites, de LinkedIn France, vous vous dites, il faut quand même que je commence à regarder. Non, nous sommes effectivement... Non, on n'en est pas encore là. Non, pas du tout. Et nous sommes très vigilants sur l'ensemble des conversations et tout ce qui pourrait être de nature à être en rupture avec nos politiques d'utilisation. Comment LinkedIn se positionne en tant que... c'est un réseau social comme très très important, parce que vous voyez toutes les polémiques autour d'X avec le rôle de son propriétaire Elon Musk, la manière dont il l'utilise, dont il change les algorithmes. C'est quoi la réflexion chez LinkedIn de ce point de vue-là ? Nous, notre réflexion, elle est la suivante. Ce qui a construit LinkedIn depuis les tout premiers jours et jusqu'à encore maintenant, c'est notre ADN professionnel. Ce qui fait qu'on est une plateforme unique et profondément différente à ce titre-là. Aujourd'hui, en France, nous faisons partie du quotidien professionnel de 30 millions de Français. Et nous les accompagnons dans tous les moments de leur parcours, que ce soit des jeunes qui cherchent un emploi, des étudiants, ou que ce soit des seniors plus en reconversion. Et cet ADN profondément professionnel fait que les contenus, les conversations sont radicalement différentes. Et lorsque vous moins sujet à polémique en tous les cas. En tout cas, il y a du débat constructif, évidemment, mais lorsque vous vous exprimez sur LinkedIn, vous vous exprimez sur des sujets qui sont professionnels et qui vont toucher au quotidien de votre réseau.
Ça fera le lien du reste avec l'enquête que vous allez nous révéler ce soir, parce que c'est intéressant de voir aussi cette évolution des compétences. Comment vous faites comment se passe le fast-checking chez vous, puisque on sait que c'était le point important avec les déclarations de Mark Zuckerberg, de Meta et d'Insta qui disaient il n'y a plus de fast-checking. Vous en faites du fast-checking? Nous en faisons et nous continuerons d'en faire. D'accord. Et c'est organisé comment? Alors c'est organisé selon 3 modalités. La première, qui est la plus naturelle et la plus quotidienne et régulière, c'est l'autorégulation de nos membres. Vous avez la faculté, de manière très simple, avec les 3 petits points sur chacun des postes, de signaler un poste. Et ça se fait de manière très simple d'une part, et encore une fois de manière très naturelle, parce que nos membres, encore une fois, viennent chercher sur LinkedIn une qualité de débat et une qualité de contenu. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième, évidemment, l'intelligence artificielle nous aide, puisque ça nous permet d'anticiper des contenus qui seraient sujets à être en rupture avec nos politiques d'usage et de conversation sur LinkedIn. Et puis enfin, une modération humaine avec des équipes qui travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour modérer ces contenus. Alors, cette enquête, comment juste il fallait la qualifier déjà, quelques phrases par rapport à celle de l'année dernière. Qu'est-ce qui a bougé? On voit quand même qu'on n'est pas du tout comme en début 2024. Hein. Oui. Ce qui a bougé et ce qui reste des tendances de fond. Ce qui a bougé, c'est ce que j'observe, c'est plusieurs signaux éminemment contradictoires, tant pour les professionnels qui cherchent un emploi que pour les entreprises qui recrutent, et je vais y revenir. En revanche, ce qui perdure, nous avions anticipé l'an passé 3 grandes révolutions. Évidemment, celle de l'arrivée de l'intelligence artificielle dans l'ensemble des métiers et donc les conséquences en termes de compétences attendues par les entreprises. La deuxième, le verdissement de l'économie qui a demandé auprès des professionnels de se former sur un certain nombre de sujets. Évidemment, les métiers directement verts, mais pas seulement. Et puis une troisième révolution. Aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire du monde du travail, 4 générations se côtoient dans nos univers professionnels. Ah oui, c'est la première fois que ça arrive. C'est la première fois que ça arrive. D'accord. Donc ça fait peser un poids et une complexité sur les entreprises et sur les compétences qu'elles recherchent qui est extrêmement complexe. Alors, on voit que les compétences vont évoluer. En tous les cas, c'est ce que vous estimez d'ici 2030 de 70%. Et ce qui fait qu'en fait, les recruteurs, ils ont du mal à trouver la personne idoine qui corresponde à ce qu'ils cherchent. En tous les cas, c'est les chiffres que vous publiez. Vous dites sur cette enquête, je rappelle quand même 22 000 actifs, 8 000 professionnels, 75% des recruteurs estiment qu'il est plus difficile de trouver des talents qualifiés dans l'Hexagone qu'en 2024. Cette année, donc en 2024. Oui. Pour 3 raisons. Oui. La première, c'est que les professionnels français sont beaucoup plus attentistes, beaucoup plus frileux pour changer d'emploi. Aujourd'hui, seulement 35%... Mais ça, on va y revenir là-dessus. Oui, on va revenir. Parce que ça, c'est le côté un peu pantoufleur des Français. On va essayer de comprendre. Non, mais pas que, bien sûr. L'environnement y participe évidemment. La deuxième raison, c'est que beaucoup d'entreprises, depuis 12-18 mois, ont considérablement investi sur des programmes de mobilité interne. Et donc, les salariés ont plutôt tendance à envisager un nouveau poste dans leur entreprise. Et puis, la troisième raison, c'est ce qu'effectivement vous soulignez, 70% des compétences de chacun de nos métiers, le vôtre, le mien, bien sûr, ont vocation à changer radicalement d'ici 2030. Et le changement des compétences s'accélère. Et donc, les entreprises aujourd'hui cherchent un profil pour le poste qu'elles ont à recruter à l'instant T, mais aussi pour ce que la personne va être en capacité d'apprendre et de gagner en compétences. Et puis, il y a le sujet des compétences comportementales qui sont encore plus demandées, en particulier à cause de l'IA. Est-ce que aussi, là où vous avez entendu les chiffres, très mauvais chiffres, en tous les cas sur le dernier trimestre 2024, est-ce que vous avez le sentiment que les recruteurs, là, et vous le ressentez au niveau de LinkedIn, qu'ils appuient sur la pédale frein en attendant de savoir qu'il y a aussi un peu plus de stabilité politique qui revient? Alors oui et non, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on voit une évolution en termes de nombre de candidats par offre publiée. On est maintenant à 4,5 candidats par offre publiée, là où nous étions, il y a environ 18 mois, à moins de 3, 2,8. Donc
effectivement plus de compétition pour un candidat sur une offre et donc moins d'offres. En revanche, ils accélèrent sur un certain nombre de compétences qui sont indispensables pour opérer les transformations dont ces entreprises ont besoin, le verdissement de l'économie et l'accélération sur la transition énergétique au sens large, et puis l'intelligence artificielle qui bouleverse deux choses. La productivité sur un certain nombre de processus existants, et puis le basculement vers un certain nombre de nouveaux business models. Oui. Est-ce que, pour vous, les salariés, vous dites... Parce qu'il y a deux côtés. Il y a le côté entreprise, enfin recruteur, vous venez de nous en parler. On viendra peut-être un peu plus sur l'intelligence artificielle dans un instant. Mais si on regarde du côté des salariés, je disais un peu, en faisant un peu de provoque, ils sont un peu pantouflards ou devenus, ils sont réticents à quitter leur job. Si on prend vos statistiques, il y en a 35% seulement qui envisagent de changer de job. C'est pas beaucoup. En tout cas, c'est beaucoup moins qu'avant. Oui, c'est 8 points de moins que l'année dernière. Ouais, c'est énorme. Et ça concerne effectivement les salariés en poste. Mais lorsqu'on pose cette question, on induit quand même une réponse qui est changer de poste à l'extérieur. Oui, bien sûr. Oui, je parle à l'extérieur. Vous avez tout à fait raison, bien sûr. Et les sujets de mobilité interne sont importants. Non, mais là, c'est quitter son entreprise. Oui, quitter son entreprise. Et trouver un job ailleurs. Absolument. Alors qu'on n'arrêtait pas de nous dire que justement, à la génération X, quelque part, l'entreprise, c'était pour eux pas un problème. Ils changeaient de job comme ils changeaient de chemise. Donc, finalement, c'est moins vrai. Est-ce que là, vous faites un distinguo entre les 4 générations dont vous nous parliez ? Alors, dans cette étude précisément, non. Nous l'avions fait effectivement l'année dernière et nous avions effectivement observé que les 2 générations les plus seniors changeaient de poste tous les 9 ans, là où on était sur les plus juniors, les 2 générations les plus jeunes, plutôt sur 3 ans. Donc, un rapport de 1 à 3. En revanche, pour ces 4 générations, et je reviens encore sur le sujet de la mobilité interne qui me paraît essentiel pour la transformation des entreprises, c'est sur la faculté, toute génération confondue, de l'ensemble des professionnels français à acquérir de nouvelles compétences. Et on l'a vu en particulier sur l'IA, une augmentation très significative du taux de formation sur LinkedIn, mais pas seulement, et d'acquisition des compétences en IA. Si vous me permettez une petite digression qui m'est chère. Oui, allez-y. Ce qu'on observe néanmoins, c'est qu'une différence profonde entre les femmes et les hommes. Oui, mais ça, vous inquiétez pas, on va en parler surtout. Oui, on va en parler parce que ça, c'est un point important. Et en plus, là, je ne sais pas si là aussi, vous avez vu, la Cour des comptes a étrillé dans un rapport publié aujourd'hui l'État sur sa politique d'égalité homme-femme. Donc ça, on garde ça pour la fin, Fabienne Arata. Sur cet attentisme des candidats, est-ce que ça contribue en fait à... Est-ce que ça fait changer un tout petit peu la demande des recruteurs ? Non, ça ne la fait pas changer. Et je vous parlais d'une complexité accrue dans cette étude et de multiples signaux très contradictoires. Ce qu'on observe, c'est que ces 35% qui cherchent à changer d'emploi candidatent à beaucoup plus d'offres qu'ils ne l'auraient fait par le passé et se plaignent également d'un manque de réponse de la part des recruteurs. Oui, parce que très souvent, ce qu'on se dit, enfin nous, on voit ça tout le temps, avec des amis, des neveux, etc., qui vous disent, mais attendez, il y a des offres sur LinkedIn, mais en fait, ils font ça, les DRH font ça pour se donner bonne conscience, mais en fait, ils prennent quelqu'un qu'ils connaissent, etc. Il y a des secteurs où c'est que comme ça, où les annonces sur LinkedIn, en fait, elles ne servent à rien, si ce n'est qu'à montrer que quand même, on est ouvert, alors qu'en fait, on ne l'est pas du tout. Non, les annonces sur LinkedIn, alors déjà, 50% d'entre elles sont certifiées. Oui. Et donc... Non, mais elles sont vraies. Ce que je veux dire, c'est que souvent, ce sont des annonces qui sont fictives dans le sens où il y a déjà quelqu'un qui va être recruté, qui l'appelle le DRH, ou la DRH sait déjà qui elle va recruter. Mais elle le fait même par obligation, en fait. Alors, pas tout à fait. En fait, ce que font les équipes de recrutement dans la plupart des cas pour être extrêmement efficaces et raccourcir le temps de recrutement, c'est qu'elles construisent un vivier de talents sur la durée. Et elles entretiennent ce vivier. Et ça, c'est particulièrement important pour les candidats parce que ça permet de construire une relation qualitative entre le candidat futur et l'entreprise. Et puis, ça permet aussi aux candidats de mieux connaître l'entreprise. Il se peut qu'à un instant T, effectivement, ce candidat ou cette candidate ne soit pas recruté.
mais dans quelques mois, on va la recontacter et on va lui dire, voilà, là, il y a un poste qui s'ouvre, c'est demain. Ah oui, oui, intéressant ça, c'est pour se faire un vivier. Est-ce que, un peu comme sur Indeed, qui est un peu votre concurrent sur les offres d'emploi, est-ce que vous allez rendre obligatoire ou pas le fait de mettre le salaire? Comme ça, il n'y a pas de problème homme-femme. Alors, nous avons une approche et une philosophie du recrutement qui est unique parce qu'elle se fonde justement sur la qualité de relation. La communauté, en fait. C'est 30 millions en France, voilà. Et au total, c'est 1 milliard, c'est ça? C'est 1 milliard, oui. 30 millions et 850 000 entreprises représentées sur la plateforme en France. Et donc, cette qualité de relation sur la durée fait que on n'est pas du tout sur le même credo. Et effectivement, aujourd'hui, nous ne suivons pas les données de salaire parce que nous sommes plutôt sur une équité pendant le parcours de recrutement. Ouais. Et puis ensuite, sur la durée, en termes de formation. Maintenant, cette intelligence artificielle, qui est vraiment devenue un outil stratégique, en fait, pour le recrutement. Votre étude révèle que 37% des candidats déclarent postuler à davantage d'offres d'emploi qu'en 2025, tout en recevant moins de réponses. C'est ce que vous venez de nous dire. Et l'intelligence artificielle, en fait, ça permet... en fait, de sourcer proactivement des candidats. Oui. Vous voyez, ça a un rôle proactif et puis ensuite, peut-être une manière de répondre. Mais juste une question un peu idiote, pardonnez-moi. Mais si vous, enfin le recruteur, il utilise l'intelligence artificielle et de l'autre côté, le postulant ou celui qui fait une offre d'emploi utilise aussi l'intelligence artificielle, donc finalement, c'est deux intelligences artificielles qui se rencontrent. Alors, le candidat n'utilise pas l'intelligence artificielle souvent, pour rédiger son offre d'emploi de plus en plus quand même. Le candidat ? Oui. Pour éviter je dirais, ce que j'appellerais le syndrome de la page blanche, voilà, où ça va lui prompter l'un des sujets également sur lequel nous l'avions mis en œuvre il y a plusieurs années déjà, c'est que lorsque vous déclarez une expérience, en ce qui me concerne, voilà, responsable commercial ou dirigeante d'entreprise, ça va me prompter immédiatement, me donner quelques exemples de compétences que je suis susceptible d'avoir mises en application dans mon poste, qui est particulièrement utile lorsqu'on remplit son profil. Ça, c'est pour les candidats. Pour les recruteurs, ce que ça permet surtout, c'est de leur libérer du temps sur des tâches extrêmement répétitives et qui ne sont pas forcément les tâches que les recruteurs préfèrent faire. Juste deux chiffres qui ne sont pas les vôtres, Fabienne Arata, pardon. C'est une enquête de l'Observatoire IA qui dit que 77% des demandeurs d'emploi ont déjà utilisé l'IA pour chercher un travail. Donc c'est quand même beaucoup, quoi. Et quand on regarde de l'autre côté, là pour le coup vous allez peut-être pouvoir nous le confirmer, 54% des contenus seraient générés par des robots chez vous, chez LinkedIn. Alors ça c'est une donnée que je ne maîtrise pas. Pour revenir à celle des candidats, le 77% que vous évoquez, il fait exactement écho aux 77% d'utilisation naturelle par tous les professionnels dans leur environnement de travail. Concernant les contenus, nous avons une attention extrême et nos membres ont aussi une attention extrême à la qualité des contenus. Et un contenu qui n'est pas authentique, qui ne donne pas un point de vue différent, ne rencontrera que très peu d'écho sur la plateforme. Oui. Alors, la question aussi qu'on peut se poser, c'est si l'intelligence artificielle, ça facilite la vie des recruteurs, comme vous le dites. De l'autre côté, il faut chercher des candidats qui utilisent bien, qui aient des compétences en intelligence artificielle qui soient au niveau. Est-ce que ça match ? Alors non, ça ne matche pas. C'est l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui les recruteurs déclarent qu'il est plus difficile de trouver les bons candidats, puisqu'on est exactement en ce moment sur un déficit clair de compétences, alors qui était déjà amorcé l'année passée, mais qui prend encore plus d'ampleur cette année et qui se couple à ce déficit de compétences comportementales. L'IA, parce qu'elle vous décharge d'un certain nombre de tâches répétitives, très classiques, va demander, si je reprends l'exemple du métier du recruteur, qui est un métier qu'on connaît plutôt bien, parce que le recruteur va passer moins de temps derrière son écran, à filtrer, à regarder une shortlist, à rédiger une offre d'emploi, etc., etc., il va de fait passer plus de temps avec le manager qui cherche ce candidat, passer plus de temps pour bien comprendre quels sont les besoins et passer plus de temps avec le candidat. Ça va naturellement attendre de sa part plus de compétences en termes de collaboration,
de communication, d'expression, toute forme de compétences comportementales que l'IA met en exergue. Et ça, c'est vrai pour tous les métiers. Est-ce que vous avez un chiffre quand même de réussite, entre guillemets, c'est-à-dire que sur toutes les annonces qui sont publiées chez LinkedIn, il y en a combien par jour ou par an ? Aujourd'hui, sur la plateforme, c'est 7 recrutements par minute qui s'opèrent en permanence dans le monde et en France en particulier. Ok, donc ça veut dire qu'il y a 7 recrutements sur LinkedIn ? Oui. Oui, donc voilà, c'était ma question. Donc oui, ben c'est quand même assez beaucoup. Alors, il y a une autre forme de talent aussi qui est très demandée, c'est les talents verts. Vous en avez dit un mot tout à l'heure, Fabienne Arata. Les talents verts, parce que il y a une demande de plus en plus verte. C'est le cas de le dire. Mais c'est quoi des talents verts ? Alors, des talents verts sont des compétences qui sont nécessaires parce que soit votre métier est directement relié à la transition énergétique ou écologique, soit parce que vous aviez un métier qui désormais doit prendre en compte de nouvelles donnes ou de nouvelles attentes. Je prends l'exemple des métiers de la finance. On connaît tous la régulation les régulations auxquelles les entreprises doivent maintenant faire face. La CSRD était l'une d'entre elles. L'ensemble de ces métiers ont dû apprendre cette nature de compétences. Aujourd'hui, toutes ces compétences sont normées par l'Union européenne et c'est une famille de 700 compétences. Et dans tous les métiers, y compris le mien, demain, on doit avoir au moins 1 ou 2 compétences vertes. En tout cas, d'ici 2030, c'est ce qui est également attendu. Oui, d'accord. Donc ça, et là, pour l'instant, on n'y est pas. On n'y est pas en France, on n'y est pas en Europe. Et aux États-Unis, tiens, parce que justement, on a l'impression que là, pour le coup, transition écologique, elle est passée un petit peu... elle est un peu passée à l'as avec le nouveau président élu. Alors, je suis plus familière avec les données françaises et européennes, et vous me le pardonnerez. Mais ce qu'on observe en tout cas dans le monde entier, c'est qu'aujourd'hui, ces métiers qui demandent au moins une compétence verte recrutent à un rythme 2 fois supérieur à l'ensemble des métiers. Donc j'invite tous les candidats et les 36% de salariés qui recherchent un emploi à regarder comment est-ce qu'ils peuvent se former sur ces nouvelles compétences. Alors, si on parle des hommes et des femmes, donc je vous conseille de lire ce rapport de la Cour des comptes qui est vraiment l'État sur sa politique d'égalité homme-femme. Vous, ce qui est intéressant aussi dans votre enquête, vous dites attention parce que notamment les femmes disposent de moins de compétences vertes que les hommes. Au titre que la génération Z dispose de moins de compétences vertes que leurs aînés. Ça, c'est drôle. Ça, c'est un peu contre-intuitif, absolument. Ouais. Enfin oui et non quand on voit un peu l'évolution, mais bon. Je vous laisse le commenter. Sur les compétences vertes, mais ce qu'on observe sur les compétences vertes, on observe également exactement la même chose sur les compétences d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, et depuis maintenant 24 mois, il y a un différentiel entre l'acquisition de ces compétences-là faites par les hommes et par les femmes de 20%. Et cet écart ne cesse de se creuser. Ce qui veut dire que si les femmes voulaient aujourd'hui rattraper le niveau des hommes en termes de nombre de compétences qu'elles ont acquises, il faudrait qu'elles les acquièrent à un rythme 2,5 fois supérieur. Cela veut dire qu'il va y avoir une conséquence immédiate dans les 18-24 mois qui viennent, c'est que sur tous ces métiers qui vont recruter très fortement et qui vont être évidemment les mieux positionnés, les mieux payés, les plus en demande, les femmes risquent encore une fois d'être laissées de côté, comme on l'a vu il y a 5 ou 10 ans sur les métiers du digital où il a fallu qu'on ait énormément d'actions pour rattraper ce retard. Donc moi, dès que j'ai l'occasion de parler devant un COMEX, d'échanger avec des dirigeants d'entreprise, je martèle l'idée qu'ils doivent avoir conscience qu'il faut former les femmes dans leurs équipes. Ouais. Est-ce qu'il y a un retour à la virilité, aux valeurs viriles chez LinkedIn ? Vous avez entendu, j'imagine, Mark Zuckerberg. Alors, on est effectivement attentif à tout ce qui peut se dire sur ce sujet-là. En revanche, ce qui nous porte chez LinkedIn depuis le tout début, et moi, à titre personnel, c'est la raison pour laquelle je m'y sens bien, depuis 8 ans maintenant, c'est que c'est une entreprise qui demande avant toute chose d'avoir des compétences et qui dit qu'à compétences égales, on a tous un accès égal à l'emploi, au réseau et à la formation et à l'information. C'est vrai pour nos membres et c'est vrai pour tous nos collaborateurs. Est-ce que vous avez été recruté sur LinkedIn ? Je suis un pur produit de LinkedIn. Ah oui, racontez-nous. Un jour, une de mes anciennes collègues de chez Microsoft et de chez Manpower m'appelle. Et alors, on ne s'était pas vu depuis, on ne se voyait pas régulièrement. Et elle me dit, voilà, je sais qu'il y a ce poste qui s'ouvre, je connais tes valeurs, je sais ce qui te porte. Est-ce que tu veux que je donne ton nom ?
Je lui dis, écoute, oui, pourquoi pas, donne mon nom. Elle a donné mon nom. Et ça, c'est le reflet de deux choses. La première, c'est que c'est l'importance du réseau, mais du réseau qui s'entretient sur la durée sans même qu'on puisse se voir, mais parce qu'on se connaît profondément en termes de valeurs. Et puis, c'est également, à titre personnel, la puissance du réseau et de l'entraide entre femmes dans ce milieu de la tech. Oui, ça, je sais qu'il y en a besoin. Justement, la tech, ça ne fait pas très bon ménage avec les femmes. L'intelligence artificielle, on a le sentiment quand même qu'on a du mal. Hein. Alors, beaucoup de progrès ont été faits, les chiffres le montrent. Et justement, je pense qu'il faut continuer de militer pour que les femmes se saisissent de ces compétences-là. Oui. Merci beaucoup. Donc, merci à vous. Votre événement, donc c'est jeudi. Il y a combien de professionnels, rappelez-nous? 500 professionnels DRH de toutes les entreprises en France que nous accompagnons depuis maintenant. Et qu'est-ce que vous allez essayer de leur faire dire? Alors, ça y est, l'enquête, on les a, ça va vous servir de base. Mais qu'est-ce que vous cherchez derrière? Alors, déjà, nous allons partager ensemble sur leurs contraintes, sur leurs enjeux. Nous allons aussi profiter de cette occasion pour les remercier de tout ce que nous accomplissons à leur côté pour transformer ce monde de l'emploi et les pratiques de recrutement. Merci beaucoup Fabienne Dancarata, la patronne de LinkedIn France, c'était notre invitée. Voilà, c'est la fin de ces grandes interviews. Évidemment, nous, on se retrouve demain. Tout de suite, vous retrouvez Guillaume Paul. La grande interview sur BFM Business.